Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo qui a été motivée par une des questions qui a été posée par l'un d'entre vous dans ma précédente vidéo dans les commentaires, qui me demandait comment j'entrevoyais la possibilité que face à mon propos de dire que cette élection présidentielle 2022 est la dernière de la Ve République, est-ce que c'était parce que je pensais qu'il allait y avoir une révolution, ou une insurrection, ou un événement qui finalement pourrait éventuellement changer complètement les donnes? Et comme je vous l'ai dit dans cette précédente vidéo, même finalement Jean-Luc Mélenchon, qui s'est trouvé l'argument de la Sixième République, pour Mélenchon, soyez assurés que sa Sixième République ne sera que finalement un copier-coller de la Cinquième, en changement de points et 3 virgules, en intégrant quelques petits textes histoire de se faire plaisir à son électorat pour légitimer ou plus ou moins donner raison à cet investissement, à cette idée, à ce projet de Sixième République, si tant est d'ailleurs que s'il est élu, il le fasse réellement. Parce que je peux vous garantir que si aujourd'hui il repose son programme sur une Sixième République, une fois qu'il sera au pouvoir, je peux vous garantir qu'il va être confronté à tout l'omerta, à toute l'oligarchie des hauts fonctionnaires, de la haute fonction publique, et même du système lui-même des représentations nationales, qui vont l'empêcher de faire un changement de constitution, parce que je pense que de toute façon, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais là encore, ce n'est que de l'extrapolation sur la possibilité que Mélenchon puisse déjà accéder au second tour. Ce qui, pour l'instant, même si on entend des sons de cloche sur les réseaux sociaux, même s'il y a certaines presses, certains journalistes qui, en effet, essaient de faire un petit peu de camouflage en laissant suggérer l'idée qu'en effet, peut-être, Mélenchon pourrait accéder au second tour. Force est de constater que dans les humeurs que l'on peut constater sur les réseaux sociaux, on est très loin du compte. Alors, en effet, l'un d'entre vous m'a posé cette question. Et au final, la question même essentielle, c'est quel avenir? Quel va être l'avenir? Déjà, dans un premier temps, je vais tout de suite calmer vos ardeurs sur un éventuel optimisme. L'optimisme ne pourra venir qu'après un chaos. C'est le principe même. C'est le principe de la légende du phénix. Ce phénix qui renaît toujours de ses cendres. Et ça, là-dessus, je peux vous dire que, suivant les cultures, c'est quelque chose qui est inévitable, qui est évident. Veuillez excuser le bruit, il pleut. Donc, comme je disais, je ne suis pas du tout optimiste sur au moins les 10 ou 20 années, prochaines années. En ce qui concerne cette question, quoi la Ve République pourrait éventuellement, enfin tout du moins, pourquoi je pense que cette élection 2022 est la dernière de la Ve République? Tout simplement parce que je pense que nous avons atteint, comme je dirais, toutes les influences et les conséquences de l'économie mondiale, même de la géopolitique mondiale, nous avons dépassé un point de non-retour. Si vous voulez une date, je peux vous en donner une, septembre 2008, la crise financière. Cette fameuse crise financière, où logiquement, si on avait été un tant soit peu sensé, on aurait laissé crever un certain nombre de banques, un certain nombre d'assurances, sauf que pendant les 30 dernières années, on a laissé ces organismes devenir véritablement des organismes systémiques. C'est-à-dire qu'ils ont des implantations un petit peu partout, et que si jamais ils tombent, si jamais ils font faillite, eh bien ce sont des économies de certains pays qu'ils risquent d'entraîner dans leur chute. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé en 2008, souvenez-vous, un certain nombre d'établissements, un certain nombre de banques, mais aussi un certain nombre de sociétés qui se sont mis à de la finance, conséquence à la dérégulation de 1997 qui a permis, et ça peut-être certains d'entre vous
en ont été témoins, c'est-à-dire de voir des banques se mettre à faire de l'assurance, des assurances se mettre à faire de la banque, des banques de dépôt se mettre à faire de la banque d'investissement, la banque d'investissement se mettre à faire de la banque de dépôt, c'est-à-dire permettre à tous ces organismes qui avant étaient cloisonnés à une activité, c'est-à-dire on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Mais à partir de 1997, on a dérégulé ça et tout le monde s'est mis à faire tout et n'importe quoi. Et évidemment, si une assurance se met à faire de la banque et donc de la banque d'investissement, ça veut dire que votre assurance devient exposée aux conséquences des fluctuations des marchés. Et en l'occurrence, si jamais il y a un krach financier, patatras. C'est ce qui s'est passé en 2008. En 2008, vous avez une des grosses sociétés d'assurance américaines, AIG, qui était au bord du gouffre, qui était au bord de la faillite. Sauf que le problème, c'est que AIG, c'est à la fois l'assureur de la plupart des grands ports commerciaux des États-Unis, mais pas seulement, mais aussi d'un grand nombre de grands aéroports internationaux. Et vous comprendrez bien que, même si on peut éventuellement envisager de laisser faire faillite AIG et ensuite de permettre de retrouver une autre société pour couvrir ces organismes, pour couvrir ces pôles essentiels de communication, de commerce, de déplacement, le problème c'est que normalement il devrait s'écouler au moins quelques jours, voire une semaine. Et en une semaine, c'est suffisant pour ruiner une économie. Vous en avez actuellement la preuve. Même s'il n'y a pas de pénurie réelle, parce que les produits existent, c'est en réalité tout le cheminement, c'est-à-dire tous les coûts que nous avons réussi à obtenir sur certaines filières, sur certaines sources, qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et que nous sommes obligés de nous rabattre sur d'autres filières, mais des filières qui sont plus chères. Et par conséquent, vous avez un effet domino qui fait qu'aujourd'hui, si votre essence a atteint 2 €, si votre paquet de pâtes que vous achetiez normalement 1,50 € a presque aujourd'hui 2,30 €, tout simplement parce que dans la filière, il y a une rupture dans les rouages sensibles, dans les rouages fragiles de nos systèmes économiques, qui, je le rappelle, fonctionnent depuis maintenant de très nombreuses années en flux tendu. Pas de stock. Donc, qui dit pas de stock, c'est que le jour où votre chaîne de provisionnement est en rupture, vous êtes dans la merde. Vous ne pouvez plus produire autant que vous produisiez. Et du coup, vous avez un phénomène de rareté qui fait que toutes les chaînes de distribution, tous les partenaires, tous les intermédiaires, eux en profitent. Ils en profitent parce que phénomène de rareté. Donc à partir du moment où vous avez un phénomène de rareté, il y en a qui n'hésitent pas à faire de la spéculation. Donc, ces ports maritimes, ces aéroports, ne pouvaient en aucun cas fermer. Toutes les fois où c'est arrivé, comme par exemple les aéroports aux États-Unis, c'est arrivé quelquefois à cause d'intempéries, mais ce n'est que généralement sur des régions, c'était très localisé. Mais on a eu l'expérience du 11 septembre 2001. Souvenez-vous, le 11 septembre 2001, pour des raisons de sécurité, l'ordre a été donné de faire descendre tous les avions au sol et de fermer les aéroports pour au moins 24, voire 48 heures. Sauf que, pas mal de compagnies ont perdu énormément de pognon. Plus récemment, la pandémie. Cette fameuse pandémie qui, encore une fois, beaucoup de sociétés se sont retournées vers les États en disant, écoutez, vos restrictions, vos lockdowns, vos confinements, les fermetures, les interdictions de déplacement, etc., dans les régions, dans d'autres États, dans les pays européens, etc. Mais nous qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut nous aider. Il faut nous signer un chèque en blanc si vous ne vouliez pas nous voir faire faillite. Donc vous comprenez. Donc l'assurance AIG aux États-Unis ne pouvait pas faire faillite. Donc les États-Unis, c'est-à-dire l'État fédéral, a sauvé AIG. Comme elle a sauvé les grandes banques systémiques.
Sauf que aux États-Unis, ils ont été beaucoup plus pragmatiques qu'en Europe, voire même en France. C'est que si en France, Sarkozy a été même jusqu'à vendre quelques centaines de tonnes d'or pour récupérer de la liquidité pour ensuite aider les banques françaises face à la crise, les États-Unis ont dit voilà, sur l'ensemble des banques, on ne peut pas sauver tout le monde. Alors, nous allons sauver JP Morgan, nous allons aider Goldman Sachs. En revanche, Lehman Brothers, faillite. D'où l'affaire de... Voilà, parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas tout... vous voyez ce que je veux dire. Et à ceci précis, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est que l'État fédéral américain a exigé de ces sociétés financières qui ont eu des aides fédérales de rembourser jusqu'au centime près l'argent qui leur a été prêté. Sans intérêt, mais prêté. Alors que je rappelle qu'en France, Sarkozy a arrosé toutes les banques, les assurances, etc., sans que celles-ci aient un engagement de rembourser l'intégralité de l'argent, votre argent, l'argent de l'État, l'argent du contribuable, et qui plus est de l'argent qui a été récupéré sur du stock de réserve nationale. On ne vous a pas demandé votre avis. Je crois que même le Parlement n'a pas été consulté ou lui a demandé son avis. Et ces établissements bancaires aujourd'hui, eh bien, grâce à votre argent, continuent à s'engraisser, et qui plus est, s'engraisser aussi en continuant à avoir une politique tarifaire sur des frais divers et variés, pompés sur vos comptes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques, ou la finance en général, aujourd'hui vous tiennent par la peau des couilles. Et non seulement vous tiennent par la peau des couilles, mais elles tiennent aussi l'État par la peau des couilles. Donc, c'est pour cette raison que je vous disais que nous avons dépassé un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il est impossible aujourd'hui de revenir en arrière, si ce n'est reprendre ce qui vous a été volé. C'est-à-dire votre souveraineté. Et cette souveraineté, elle a été dilapidée. Souvenez-vous, Hollande qui a rendu le chéquier et la carte bleue à la Commission européenne. Alors, soit, les textes vous disent oui, il n'y a pas d'obligation. Si un État refuse, il est parfaitement en droit de refuser. Mais, s'il refuse, nous nous engageons à pouvoir envisager des sanctions. Donc c'est pour ça que tous les ans, le budget national français est présenté à la Commission, et la Commission européenne dit oui ou non. Si elle dit non, il faut tout revoir, et puis faire encore plus d'économies, et puis réduire des budgets, etc. En effet, la France n'est pas obligée de respecter les recommandations de l'Union européenne. Mais si elle ne le fait pas, elle s'expose à des sanctions. Perte de la souveraineté budgétaire. Je passe à côté de certaines régions qui aujourd'hui ont des accords avec l'Union européenne, avec la Commission européenne, pour mettre en application directement un certain nombre de décrets, alors dans des champs d'action bien définis, pas dans tous, mais dans un certain nombre de champs d'action, et que ces décrets, qui logiquement, si on respecte la souveraineté de l'État français, doit passer par la case Parlement, qui doit la valider pour la mettre et l'intégrer à la législation française. Or là, certaines régions aujourd'hui sont directement aux ordres de la Commission européenne sur un certain nombre de sujets. Perte de souveraineté législative. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'on a dépassé le point de non-retour. Donc aujourd'hui, si vous voulez récupérer la souveraineté, il n'y a pas deux solutions. Si, il y en a deux. Soit on élit quelqu'un qui décide de nous sortir de l'Union européenne et de nous permettre de retrouver une souveraineté. Alors attention, cette souveraineté, elle ne sera pas sans mal, ne serait-ce que déjà au niveau financier, au niveau économique.
Parce que quitter l'Union européenne, ça veut dire quitter l'euro. Quitter l'euro, ça veut dire reprendre une monnaie souveraine. Qui plus est, monnaie souveraine, comme je l'avais déjà expliqué, ça veut dire que nous ne pourrons pas payer nos échanges internationaux avec notre monnaie, mais nous serons obligés de prendre une monnaie du panier international. En l'occurrence, le dollar américain. Parce que vous comprenez bien qu'on ne va pas payer en livres sterling, ni en yuan, ni en yens. Et je ne pense pas que l'Union européenne nous accordera de pouvoir continuer à payer en euros, puisqu'on la quitte. Ça serait quand même... Quoique. Mais, comme je vous l'ai dit, si jamais la France s'engage dans un processus de Frexit, et que ce Frexit est acquis, je peux vous garantir qu'avant même que nous signions les traités pour notre sortie de l'Union européenne, l'Allemagne sabordera l'Union européenne. Parce que l'Allemagne ne voudra pas supporter, elle toute seule, l'Union européenne. Ce ne sont pas les autres pays. C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. La France et l'Allemagne sont les deux piliers, en tout et pour tout, de l'Union européenne. Si l'un des deux la quitte, l'Union européenne n'a plus lieu d'exister. Elle ne peut pas, financièrement ni économiquement, soutenir une telle structure. Ce n'est pas possible. Puisque regardez, la preuve en est, c'est que depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, tous les autres pays doivent compenser en payant une cotisation beaucoup plus élevée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à vouloir intégrer d'autres pays pour essayer d'alléger un petit peu la charge, sauf que les pays qui restent à intégrer sont des pays qui ont des niveaux économiques insatisfaisants, insuffisants pour pouvoir compenser. Donc, on est dans une impasse. Donc, quel avenir en ce qui concerne la France? Pourquoi je dis que l'élection présidentielle 2022 est la dernière de la Ve République? Eh bien, en effet, c'est un changement radical. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une 6e République. Il faut refaire la République. Refonte de la République, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, tout simplement, recréer, refonder, reconstruire une République. Et ne pas simplement prendre l'ancienne et puis changer 2 textes ou 3 textes et refaire, en réalité, une réforme de la Constitution. Puisque la Ve République n'est que les résultats d'une réforme de la Constitution de la 4e République, que De Gaulle avait investie en 1958. Là, il faut entièrement remettre la Constitution à plat. Sous quel événement? Évidemment, insurrection, révolution, coup d'État. Sachant que coup d'État, soyons clairs, en France, il n'y aura jamais de coup d'État militaire, ni de la police, ni de la gendarmerie, mais certains membres de ces organes, un certain nombre, on le sait, en réalité sont prêts à le faire, mais ne veulent le faire que sous l'autorité d'une commission civile, c'est-à-dire sous autorité civile. Ils ne veulent pas faire un coup d'État militaire parce que les militaires ne veulent pas assumer par la suite la responsabilité d'être accusés d'avoir fait un coup d'État militaire. Il faut absolument que les militaires, les gendarmes, la police, ces organes qui pourraient éventuellement contribuer à faciliter une prise de pouvoir, le feraient uniquement sous l'autorité, alors sous l'autorité d'une commission révolutionnaire ou d'un comité de salut public, par exemple. Mais une insurrection, une révolution, là évidemment c'est le peuple. Mais là encore, que ce soit une insurrection ou une révolution, il faut des organes, il faut une structure. Et là, j'attire votre attention sur le fait que tous ces gens que vous voyez sur Internet, qui font des vidéos, qui font des blogs, etc., et qui vous invitent à participer éventuellement à faire un coup d'État, une révolution, etc., en fait, ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux parce que quand vous voulez faire une révolution, une insurrection, un coup d'État, vous ne le dites pas sur Internet. Tu vois, ça vous paraît logique? Si ça se trouve, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train d'organiser ça. Mais on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'ils ont moins l'intelligence de faire ça dans le secret. Et de ne pas crier sur les toits « Nous voulons faire une révolution ». Non. Donc, en effet, refonder la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on remet, comme je vous l'ai dit, la Constitution à plat,
On modifie les textes qui ont besoin d'être modifiés pour être réactualisés au monde actuel et aux enjeux à venir. À réadapter les textes par rapport au contexte géopolitique. Et quand je dis géopolitique, c'est aussi les influences, c'est-à-dire les volontés d'un certain nombre de clans, un certain nombre d'entités qui veulent le monde unipolaire, qui veulent la mondialisation globale, qui veulent le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial qui, je rappelle, ne laisse aucune place à la souveraineté nationale. On garde évidemment le préambule. Le préambule, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Comme quasiment toutes les constitutions l'ont conservé comme fondamentale de la Constitution. Mais dans cette nouvelle Constitution, on garde évidemment les fondamentaux, l'essentiel de ce qui constitue la particularité de la France, de la République française, comme renforcer l'idée d'une France et d'un peuple unique et indivisible. Ainsi mettre un terme à la revendication, à l'influence, à ces organismes communautaires, religieux, qui essayent de brocarder, qui essayent de diffuser, de propager des idéologies politiques en contrariété, en antagonisme même des fondamentaux de la République, ou tout au moins de ses principes, des droits, des valeurs, de justice, de socialisation de la société française, dans ses lois, dans sa justice, dans ses droits civiques. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose qui va être obligatoirement amené à voir le jour. Alors maintenant, après, je vais vous dire, quand ? Ça, j'en sais rien. Ça dépend de vous. Ça dépend du peuple. Ça dépend aussi du fait de bien comprendre que de toute façon, quelque investissement que l'on va faire, quelques orientations qui vont être prises par certains de nos compatriotes, forcément, ça portera préjudice. Ça ira au sens contraire des intérêts d'une autre partie du peuple. La preuve, c'est que si nous sommes dans un système démocratique, c'est que le système démocratique permet au peuple de s'exprimer selon leurs idées, selon leurs opinions. Et ce qui détermine le choix, c'est tout simplement la majorité. Mais la majorité, est-ce qu'elle est foi de vérité ? Est-ce qu'elle est la foi de l'authenticité ? Est-ce qu'elle est la voie de la justice ? Ça, c'est tout le problème de la démocratie. C'est que la démocratie, elle a permis aussi à des pays de devenir de véritables contre-exemples de ce que l'on imagine de la démocratie. Je rappelle, pour mémoire, que Adolf Hitler n'a pas pris le pouvoir, qu'Adolf Hitler, il l'a obtenu. Il l'a obtenu grâce à une victoire à des législatives, certes très petites, très infimes, mais suffisantes, de par d'autres actions précédentes au niveau parlementaire, pour finalement obliger Hindenburg était le Kaiser à l'époque, finalement d'accepter contre-cœur de nommer Adolf Hitler chancelier. Donc Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par un processus démocratique. Après, il a pris le pouvoir en 1933. La mort d'Hindenburg, il s'est octroyé les pleins pouvoirs, il a modifié les textes, la Constitution, etc. Donc là, en effet, on est plus dans la phase de dictature que de processus démocratique. Mais la démocratie de l'époque allemande a permis la montée du nazisme. Entre autres phénomènes sociétaux, économiques, politiques, ethniques. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Et ces ensembles d'éléments, j'ai envie de dire aujourd'hui, ils sont toujours là. À ceci près, c'est que ce qui fait la différence de ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une plus grande proportion de gens cultivés. Une plus grande proportion de gens qui ont au moins, un tant soit peu, l'esprit ouvert, ou ayant une connaissance suffisante de culture générale,
pour savoir faire la différence entre un malade et un démocrate, entre un facho et un candidat propice à respecter les valeurs démocratiques et ses fondamentaux. Sauf qu'évidemment, des gens comme ça, il y en a. Mais il y en a aussi qui sont à côté de la plaque. Il y a des rêveurs, il y a des utopistes, il y a des gens qui croient à des illusions. Donc si demain vous faites une révolution, si demain vous faites un coup d'État, peut-être que vous satisferez un grand nombre de Français de dire « Ah, enfin, on va pouvoir avancer dans de bonnes bases, ou de nouvelles bases. » Comme il y en a d'autres, bah forcément, eux, ils vont aller à contre-courant et vont être un problème à terme. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je vous disais, c'est que si Zemmour ou Macron sont élus, il y a des chances que dans les 6 mois à venir, on commence à avoir des troubles de l'ordre public par des manifestations, des contestations qui deviendront beaucoup plus violentes que ce qu'elles n'ont été jusqu'à présent. C'est-à-dire que des Français vont comprendre qu'il ne suffit plus de manifester, que là, il faut passer à l'échelle du dessus. Donc, tout ça pour vous dire que la Ve République aujourd'hui, elle n'est plus du tout adaptée. Non seulement elle n'est plus adaptée, mais en plus de ça, force est de constater qu'elle a été modifiée, réformée, transformée au fil des années par différents présidents. Pour en éliminer, pour en modifier, pour en changer, pour y apporter certains éléments qui, parmi eux, ont permis de retirer de la souveraineté au peuple et de donner plus de pouvoir aux politiciens en place. Voire même mettre en place des infrastructures qui ne permettent plus, par des outils légaux, par des outils institutionnels, de remettre en question leur pouvoir. Les outils ils existent, mais le problème c'est que les utiliser, c'est peine perdue, puisqu'il y a à un moment donné une étape qui va faire que vous allez devoir faire passer votre réclamation, votre motion de censure devant des gens qui sont dans l'autre camp. N'en déplaise. Vous pouvez prendre tous les députés, sur les 500 et quelques députés, il y en a au moins 85%, quelles que soient leurs idées, quelle que soit leur appartenance politique, qui si demain on leur dit, bah voilà, maintenant on va restructurer votre statut de telle manière à ce que vous ayez des comptes à rendre à vos administrés, à vos élus, pensez bien qu'ils vont dire, ah non, ça, ouais, on se met tous d'accord, hein, la loi, la réforme, là, on dit non. Hein. Je rappelle, hein, attendez-vous dans les prochaines semaines qu'il y ait discrètement, sans que les médias en parlent, des petits textes qui vont être proposés à l'Assemblée nationale et qui vont être votés à l'unanimité, comme l'augmentation des salaires, ou l'augmentation de certains droits, ou l'opacité ou la préservation d'opacité de certaines dépenses, de déclaration de certains budgets, ou de continuer à faire disparaître les excédents budgétaires pour que les députés se partagent le magot. Souvenez-vous, hein, lors de l'élection présidentielle en 2017, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était peut-être Debré qui était président de l'Assemblée nationale. Non, c'était avant, c'était en 2007. C'était lors de l'arrivée, ou peut-être de l'élection de Sarkozy, que Jean-Louis Debré avait proposé un texte permettant l'augmentation de la prime de précarité, l'équivalent de la prime de précarité pour les députés. C'est-à-dire que les députés qui perdent leur siège après une législative continuent à bénéficier d'une compensation, on va dire, pour leur permettre de prendre le temps de se retourner. Eh bien, ils ont augmenté, je crois, c'est passé de 6 mois à 18 mois. Pendant 18 mois, ils touchaient, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils n'étaient plus élus, qu'ils étaient déchus de leur statut de député, eh bien, continuaient à toucher une sorte de salaire de compensation pour leur permettre de se retourner. C'est un peu, si vous voulez, comme toutes ces nominations qui sont faites pour des gens qui ne sont pas du tout compétents à ces postes-là, mais c'est une façon pour eux de pouvoir cumuler plus de points pour leur retraite, par exemple.
parce que ça leur permet d'accéder à un poste avec un coefficient plus élevé, et donc de pouvoir justifier, de pouvoir toucher une retraite plus élevée. Vous savez, pour l'anecdote, dans l'armée, vous avez très souvent des généraux qui passent au niveau supérieur pour un jour. Ce qu'on appelle les généraux d'un jour. C'est par exemple un général 2 étoiles part à la retraite. Eh bien, le jour précédant sa retraite, il est nommé général 3 étoiles. Et de ce fait, en tant que général 3 étoiles, selon les conventions, il bénéficie d'une retraite de général de 3 étoiles, et non pas de 2 étoiles. Vous voyez un petit peu le truc? C'est une anecdote, hein. Peut-être qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Mais, si certains sont encore militaires parmi vous, vous me confirmerez la chose ou pas. Donc, pour en revenir à cette République, il est évident qu'aujourd'hui la France a besoin de retrouver un certain nombre de libertés, un certain nombre de souverainetés, et que ces libertés et ces souverainetés, elles ne pourront être recouvrées que uniquement par un changement de République. Et qui dit changement de République, ça veut dire, excusez-moi du peu, mais nettoyage dans les institutions. C'est-à-dire virer tous ces gens qui sont au pouvoir, et quand je dis au pouvoir, c'est pas au niveau des ministères, c'est pas au niveau de la présidence, c'est au niveau des hauts fonctionnaires, parce que c'est ce qu'on appelle plus vulgairement l'État profond. C'est ces gens-là qui, quel que soit le candidat élu à l'Élysée, font une sorte de mécanique pérenne dans le processus de déliquescence de l'État-nation et du dépeçage du pays pour à terme en faire, voilà, une région autonome, une région de la gouvernance européenne, voire mondiale. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'est que oui, ce changement de république ne pourra passer que par un acte violent, qui sera violent de toute façon. On espère qu'il y ait à un moment donné une prise de conscience d'un certain nombre de Français pour faire ce coup d'État ou faire cette révolution le plus rapidement possible avant que la situation ne dégénère en guerre civile. Là encore, le mot guerre civile est assez particulier dans ce sens où si jamais demain il y a une guerre civile en France, je peux vous dire que ça va durer 2-3 jours. Pourquoi? Parce que s'il y a guerre civile, ça veut dire que la raison de la guerre civile, ou tout du moins l'un des camps de la guerre civile, va se retrouver penaud. Parce que ce pourquoi ils se croient ou prétendent se battre contre le camp adverse, eh bien vont se retrouver à poil. Parce que ceux qu'ils défendent, eux, se seront barrés. Donc pour ça, une guerre civile en France, je peux vous dire que ça peut être vite fait torché. Maintenant, à l'échelle globale, quel est l'avenir? L'avenir, il n'est pas très florissant, parce que j'ai envie de dire que la guerre en Ukraine fait partie de ces chapitres de cette volonté de mondialisation. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, Poutine n'a jamais été contre la mondialisation. Poutine n'a jamais été contre l'ordre mondial. C'est seulement qu'il demandait d'avoir une position reconnue et respectée. Ce que Washington lui a très clairement fait comprendre que ça serait niette. Voilà la raison fondamentale aujourd'hui dont la guerre en Ukraine est une des conséquences. Une des conséquences, c'est l'OTAN. D'avoir grappillé comme ça des territoires. Tout simplement parce que Washington qui s'est autoproclamé le sommet de la pyramide du nouvel ordre mondial, alors que je rappelle, les États-Unis n'est qu'un instrument très utile, parce que c'est une puissance économique, parce que c'est une puissance militaire. Mais demain, si les États-Unis font faillite et que l'armée américaine se retrouve amoindrie parce qu'elle n'est plus capable d'assurer sa logistique, n'est plus capable d'assurer des théâtres d'opération, je peux vous garantir une chose, que du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte que les États-Unis vont partir à volo. Je vous ai dit, le pouvoir pyramidal, il est en Europe. Mais il n'est pas en Europe dans les institutions. Il n'est pas à l'Union européenne. Il n'est pas
dans les gouvernements. Il est un tant soit peu dans les finances. Mais il est bien plus haut. Et les États-Unis, c'est évidemment l'allié, l'outil, l'instrument. Car je peux vous garantir que même ces Américains qui sont au sommet de la pyramide, que ce sont les Rockefeller, que ce soit, il y a une autre famille, je ne sais plus, qui ont contribué à la construction de ce nouvel ordre mondial, eux, ils n'en ont rien à foutre des États-Unis. Ils n'en ont rien à foutre. Je rappelle que la plupart des grosses banques financières, en l'occurrence, vous aviez, avant 2008, JP Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP Morgan, chrétienne, Goldman Sachs, judéo-chrétienne, Lehman Brothers, juive. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Alors attention, la considération d'appartenance communautaire ou religieuse de ces banques n'est qu'une petite base de réflexion, mais n'est pas la réalité d'influence. Soyons bien d'accord sur cette chose. Donc, comme je le disais, Poutine n'a jamais été contre, mais on ne lui a pas donné la place, je dirais à la limite, qu'il méritait. De parce qu'il voulait faire de la Russie, de parce qu'il avait l'intention de faire de la Russie, c'est-à-dire redonner à la Russie une importance capitale dans l'échiquier géopolitique international. Je rappelle quand même que la Russie a son siège permanent au Conseil de sécurité. Donc c'est pas rien. Donc, cette guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça va faire? Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je pense qu'on va finir dans un État fédéral. C'est-à-dire des régions autonomes, alors qui sont peut-être affiliées à une sorte de pouvoir décentralisé à Kiev, ou plus simplement, en effet, déclarer des zones, plus particulièrement du Donbass, comme étant des régions autonomes. La Crimée étant définitivement russe. Mais ceux qui vont être les dindons de la farce, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, pourquoi? Parce que ce n'est pas une entité gouvernante. Ce n'est pas une entité qui a une souveraineté. Ce n'est pas une entité qui a une armée. Et en l'occurrence, aujourd'hui, vu la situation économique et vu les enjeux économiques, ma question, c'est est-ce que vous croyez que les Américains vont continuer à faire mumuse avec l'Union européenne s'ils se rendent compte que l'Union européenne aujourd'hui ne sert plus à rien? Que les instabilités sociales et économiques dans certains pays de l'Union européenne sont déjà suffisamment la preuve que l'Union européenne ne tiendra pas. Que ce sont même ses fondations, ses socles mêmes. Nous avons eu récemment les fameux débats de valeurs actuelles. Et vous aviez Charlotte Burdella qui a posé une question à Schiappa, sur le fait que les pays frontaliers qui sont aujourd'hui en première ligne avec le conflit ukrainien sont exemplaires de l'accueil des réfugiés qu'ils ont fait. Et pourtant, ce sont bien les mêmes pays qui ont eu quelques réfractions à la politique migratoire européenne, qui d'ailleurs leur a valu certaines sanctions. Donc il y a un moment donné, on se pose la question, et justement Burdella posait la question à Schiappa, ce qu'elle en pensait. Et bien Schiappa, elle a botté en touche en allant chercher du pathos, en allant parler, regardez, il y a un enfant malade, etc., qui a été accepté, etc. Alors, Charlotte Burdella a essayé attendez. Alors évidemment, dans la salle, elle s'est fait siffler. Parce que justement, tout le monde n'était pas dupe, qu'elle était en train de faire du pathos pour ne pas répondre à la question. Et tout d'un coup, elle a ramené sa fraise, Schiappa en disant « Oui, je trouve inadmissible quand même qu'on siffle des enfants, etc. » Et Burdella lui dit « Non, c'est pas les sifflets ne sont pas au sujet des enfants dont vous parlez. Les sifflets sont sur le fait que, en fait, vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à cet antagonisme de condamner des
pays membres de l'Union européenne pour des politiques migratoires, mais qu'on ne les aide pas à accueillir les réfugiés ukrainiens. Il y a un truc qui colle pas. Bon, eh bien, Schiappa n'a pas répondu à la question. Encore une fois de plus. Encore, c'est-à-dire qu'elle a utilisé des arguments pathos pour aller chercher de l'émotionnel, pour essayer de... Et puis si jamais, machin, oh, vous êtes contre... Non, non, mais c'est pas une question de contre, c'est que vous parlez d'un sujet qui n'a rien à voir avec la question. Moi, je vous parle de valeurs. Non, non, mais d'accord, les valeurs, mais on n'est pas idiots, on les comprend, les valeurs. Mais là, vous êtes en train de faire du détournement pour ne pas répondre à une question qui est une question de fond, sur la crédibilité de l'Union européenne, cette même Union européenne que vous vantez, dont vous faites la promotion. Donc quand vous entendez ça de la part de quelqu'un qui est au gouvernement, ça renforce encore plus le fait qu'il va falloir faire en sorte qu'un jour, on ait des impératifs, on ait des obligations, on ait une sélection pour ne pas avoir des gens aussi incompétents mis en place par un Premier ministre à la tête d'un ministère. Hein, mais malheureusement, c'est ça le problème du libéralisme aussi. Le libéralisme, c'est aussi prendre des gens qui ne sont pas du tout du milieu, mais parce qu'ils ont eu quelques qualités dans d'autres domaines, plus particulièrement financiers. Je vous rappelle cette petite anecdote que j'avais personnelle, qui est que je travaillais dans une société d'exploitation cinéma, et qui un jour a vu arriver à sa tête, au poste de directeur général, l'ancien directeur général de Bricorama. Le mec, il vient du commerce de gros, du commerce du détail, bricolage, pour diriger une société d'exploitation cinématographique. Je ne vous dis pas que pendant quelques années, ça a été un grand n'importe quoi. C'est parti à volo, c'est parti dans tous les sens. C'est tellement parti dans tous les sens qu'aujourd'hui, ces sociétés d'exploitation dans lesquelles j'ai travaillé, je ne vous dis pas laquelle, mais c'est une des deux plus grosses, de toute façon. Aujourd'hui, moi d'ailleurs je suis tombé récemment sur des commentaires qui touchaient justement cette société et qui étaient des commentaires sur une vidéo de quelqu'un qui parlait justement des comportements dans les cinémas, comportement des gens dans les cinémas, incivilité, problèmes de sécurité, etc. Et il y a beaucoup de commentaires finalement qui disaient oui, moi maintenant je me déplace plus que pour aller voir vraiment des gros films, mais tous les autres films, j'attends de les voir à la télé ou sur Netflix, etc. Parce que déjà le cinéma c'est trop cher, et puis deuxièmement, il y a des gens, des fois, dans certains cinémas, qui ont des très mauvaises expériences. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, c'est pour vous détendre, c'est pour passer un bon moment, parfois en famille. Mais si c'est pour vous retrouver avec des gens qui ont des comportements incivils, voire même agressifs, individualistes, voire même violents, il y a un moment donné, quand vous voyez l'inaction des directions, et même si vous venez vous plaindre, on achète votre silence en vous filant des invitations. Oui, mais attendez, filer des invitations, ça veut dire quoi? Ça vous achetez le silence de vos clients. Mais vous ne résolvez pas le problème. Et attendez-vous qu'un jour, il y ait des agressions qui finissent très très mal dans un cinéma. Ça va arriver. D'ailleurs, peut-être vous-même avez eu des mauvaises expériences dans une salle de cinéma, qui aujourd'hui vous conforte à dire que je n'ai pas envie de claquer 15 € dans une place de cinéma si c'est pour subir les autres et ne pas pouvoir profiter du spectacle parce que il y a des chairs qui m'emmerdent. Ça, c'était pour la petite aparté. Donc, l'avenir, guerre ukrainienne, on le sait de toute façon, là aujourd'hui la question se pose, mais l'Europe, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce que l'Europe a aujourd'hui comme ascendant sur la Russie pour faire ses sanctions? Eh bien, elle n'en a pas. Voilà, on a pu voir le gaz, le pétrole, l'énergie. On a même certaines sociétés qui nous ont joué leur petite séquence émotion en disant nous fermons nos magasins, nous arrêtons nos activités en Russie, etc. Oui, mais sauf que le problème, quand vous avez McDonald's qui dit on ferme nos restaurants, j'ai envie de dire, McDonald's, peut-être que les Russes, ils sont peut-être bien contents que McDonald's ferme ses portes en Russie, parce que la malbouffe,
Au contraire, ça va permettre peut-être à des Russes de développer leur propre business en parallèle. Et du coup, le jour où ça va peut-être se calmer, puis que McDonald's va rouvrir ses portes, il va être obligé au bout de 6 mois de fermer la moitié de ses magasins en Russie, parce que les Russes vont se dire, vous payez le prix de vos décisions stupides. C'est comme toutes les chaînes, H&M, etc. Là, aujourd'hui, ils sont morts, c'est fini. Pour eux, la Russie, le marché russe, ils oublient, parce que de toute façon, les Russes, qu'ils soient pro ou anti-Poutine, peu importe. Le fait est, c'est que les Russes se souviendront. Donc en fait, toutes ces marques, toutes ces enseignes se tirent une balle dans le pied. Enfin, voilà, je veux dire, c'est ça qui est idiot finalement. C'est au lieu de rester en Russie, quitte peut-être attendre que Poutine vous interdise d'avoir une activité en Russie, au moins ça renforce l'idée de Poutine, le dictateur, etc. Mais non, c'est les propres marques qui se sont tirées une balle dans le pied. C'est idiot. Donc comme je vous l'ai dit, l'Ukraine, ça finira certainement en pays fédéral, puisque de toute façon, je pense que Poutine ne lâchera rien sur les 3 éléments qui sont la reconnaissance par la communauté internationale de la Crimée comme étant désormais un territoire russe, l'autonomie et la souveraineté des 2 républiques du Donbass, et un accord qui oblige constitutionnellement l'Ukraine à ne jamais intégrer l'OTAN, un peu l'Union européenne. Je pense que Poutine n'est pas contre le fait que l'Ukraine puisse entrer dans l'Union européenne. Mais la condition, c'était ça. Oui, l'Ukraine peut entrer dans l'Union européenne si vous voulez, mais l'OTAN, niet. Bon, maintenant c'est mort, c'est fini. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'a absolument aucun outil de pression sur la Russie. Au contraire, on s'est rendu compte que l'Union européenne était dépendante de la Russie dans certains points. Restent les Américains. Alors les Américains, eux, ils s'en branlent, puisque les Américains, eux, ils sont autonomes. Alors oui, ils avaient des accords commerciaux avec la Russie, en matière de pétrole, de gaz, de blé, etc. Mais je peux vous dire que les États-Unis aujourd'hui ont une autonomie énergétique. Donc ils peuvent très bien se passer de la Russie. Alors, certes avec un risque d'inflation, mais ça peut tenir le coup. En revanche, l'Europe, là ça pose problème. Donc attendez-vous à ce que la guerre en Ukraine, de la façon dont l'Union européenne gère la guerre en Ukraine, va avoir forcément des conséquences. Ne serait-ce que déjà, que ce soit la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, qui n'ont vu absolument pas ça de l'Union européenne pour les aider à gérer les réfugiés. Les réfugiés actuellement sont gérés par des organismes indépendants, par des ONG. Mais l'Union européenne, pour l'instant, a débloqué quoi? Oui, des millions. Oui, mais débloquer des millions, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de gérer ou d'organiser des structures pour aller aider ces pays, on leur file du fric. Mais vous croyez que le fric, il va aller où? Imaginez bien que des pays comme la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie, c'est des pays où il y a encore de la mafia, où il y a de la corruption. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait un quart, un tiers, voire la moitié de cet argent qui aille dans les poches des oligarques. Non. Non, pas penser. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien ne fonctionne. Rien ne marche. Donc quand rien ne marche et qu'en plus vous avez à la tête des gens qui ne veulent pas voir que ça ne marche pas, je dirais même des gens comme Macron qui vous disent que c'est pas un échec, mais je dirais que ça n'a pas marché. En général, un truc qui ne marche pas, c'est qu'il y a un échec quelque part. Mais non, voilà, c'est de la sémantique. Voilà, on est vraiment dans 1984, pour ceux qui connaissent 1984 de George Orwell. On élimine des mots, parce que les mots sont trop négatifs, et on les remplace par d'autres mots, voire des expressions, voire des structures de vocabulaire, pour ne pas dire le mot négatif. Donc on est en plein dedans. Quel avenir
Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Évidemment, on ne veut pas le souhaiter. Même si, à la limite, troisième guerre mondiale, ce serait très intéressant pour ceux qui rêvent du grand reset. Le seul problème, c'est que la guerre mondiale, c'est que vous détruisez tous les appareils économiques. Ça n'a absolument aucun intérêt pour les mondialistes. Les mondialistes dépendent des appareils économiques. Donc si on les détruit, c'est comme si à la limite ils se suicidaient eux-mêmes. Donc ils n'ont pas d'intérêt à ce qu'il y ait une troisième guerre mondiale. En revanche, construire une nouvelle guerre froide, là par contre c'est intéressant. Parce que, souvenez-vous, pour ceux qui ont connu, la guerre froide c'était un juste équilibre. Vous aviez le bien et le mal. Vous aviez les gentils et les méchants. Des guerres qu'on appelle aujourd'hui des guerres de décolonialisation, mais qui en réalité, pour la grande majeure partie d'entre elles, étaient liées à la situation géopolitique et au conflit entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Influence, pouvoir. Eh bien aujourd'hui, c'est pareil. L'Ukraine, si vous la mettez en comparaison à la guerre d'Indochine, à la guerre du Vietnam, à la guerre de Corée, c'est exactement le même problème. C'est un problème d'influence. C'est un problème de capturer, de capter un territoire en mettant en place un pouvoir soutenu. Alors ce qui est marrant, c'est que, évidemment, les fragiles du haut pensent que c'est que les méchants qui font ça, pas les gentils. Alors qu'en réalité, les gentils font pareil. L'Ukraine est le très bel exemple de cette dualité de géopolitique qui a mal fini. Elle a mal fini pourquoi? Tout simplement parce que Poutine, qui pourtant nous avait prévenu en 2007, il a fini par mettre le poing sur la table à la surprise de tout le monde. Parce qu'on soit clair, quand vous avez les journalistes, les Américains, etc., qui nous préviennent attention, regardez les forces armées à la frontière, etc., il va attaquer, je suis persuadé qu'il le disait pour faire peur aux gens, mais en réalité, il ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. D'ailleurs, il suffit de voir, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, il faut voir les médias, ils n'ont pas été très réactifs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas préparé le terrain en envoyant des journalistes, etc. sur place, en disant, voilà, si jamais ça commence, au moins on est sur place. Eh ben non. Ils ont été totalement dépassés. Ils ont été submergés. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient que relayer des informations de climat de peur, mais eux-mêmes n'étaient pas persuadés que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on va voir comment l'Ukraine, ça va tourner. Mais il est clair qu'aujourd'hui, l'Ukraine va être déterminante de la suite des événements, de la suite des relations que nous allons avoir avec la Russie, et plus particulièrement l'Europe. Parce que l'Europe, depuis ces 30 dernières années, en dehors du fait de critiquer Poutine, en dehors du fait de le faire considérer auprès de l'opinion comme étant un dictateur, comme étant raciste, etc., on n'en a pas moins continué à travailler avec un certain nombre d'acteurs russes. Le gaz, comme je l'avais aussi mis dans mon blog, les moteurs des fusées américaines pour envoyer des satellites là-haut sont russes. Donc du coup, les Américains, ils sont comme deux ronds de flanc, ils ne peuvent plus lancer de fusées là-haut parce qu'ils n'ont plus de moteur russe. Pas de bol. Là, on a appris d'ailleurs que les Allemands allaient signer, je ne sais plus si avec les Américains, etc., parce que Ariane, évidemment, avec nos histoires de Covid, tout le plan Ariane en Guyane, tout a pris du retard et Ariane n'est pas capable de lancer des fusées pour l'instant. Merci Macron. Donc du coup, les Allemands ont signé avec, je crois, une société américaine. D'ailleurs, je me demande si c'est pas SpaceX pour lancer leur dernier satellite. Vive l'Europe. C'est comme les avions aussi. Les Américains qui ont acheté des F-35. Américains.
Je rappelle le problème que ça pose. C'est quand vous achetez du matériel militaire à un pays étranger. Le jour où vous allez vous fâcher avec le pays étranger, à votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? La conséquence, c'est que vous avez un armement qui est équipé de matériel venant de ce pays, fabriqué par une société qui vient de ce pays, et que cette société, par solidarité à son pays, peut très bien demain vous dire, non, désolé, là on coupe les ponts, donc plus de pièces. Donc du coup, vous ne pouvez plus réparer vos avions, donc du coup, vous n'avez plus d'aviation. C'est comme la France, avec ses nouveaux fusils d'assaut, les fameux fusils d'assaut allemands. C'est-à-dire que le FAMAS, au revoir. Donc voilà, l'Europe s'est vue imposer le libéralisme, sauf qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on est en train de se rendre compte, et même Macron l'admet, qu'on a trop d'interdépendance dans certains secteurs et qu'il faut redévelopper nos propres autonomies, nos propres souverainetés. Sauf que quand on a complètement dépouillé, détruit les appareils industriels français, avec quoi vous allez reconstruire? Avec rien. Alors il y a des initiatives, il y a des idées, etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, la France, certains secteurs sont maintenus par des groupes, sont maintenus par des sociétés, et elles ne lâcheront jamais leur hégémonie commerciale sur ces secteurs. C'est-à-dire que fut un temps, pour ceux qui ont connu, on avait cette expression qui disait en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées, sauf que même les idées aujourd'hui, elles partent à l'étranger parce qu'en France, elles ne fonctionnent pas. Ou on ne veut pas les faire fonctionner. On ne veut pas les faire fonctionner parce qu'elles font de la concurrence, elles portent préjudice à des multinationales qui ont déjà leur contrôle sur ces secteurs. Donc c'est pour ça que je vous disais, nouvelle République, nouvelle souveraineté, nouvelles institutions, et on prend les décisions. Alors on fait de l'interventionnisme d'État, évidemment, à l'encontre du libéralisme qui, lui, de toute façon, aujourd'hui, est malade, est en train de nous faire prendre conscience que nous perdons, et nous perdons de plus en plus de liberté, d'autonomie et de souveraineté. Donc c'est pour ça que je vous dis, quel avenir pour la France? Une révolution. Un coup d'État. On balaye la Ve République, on refonde la République, on garde les fondamentaux et on les adapte et on les modifie de telle manière à permettre d'assurer la souveraineté de la France et que plus jamais aucune entité n'essaye de vouloir supplanter les décisions souveraines de la France. Alors certains vous diront, oui, mais enfin, c'est le renfermement sur nous-mêmes, etc. Mais le renfermement sur nous-mêmes, c'est aujourd'hui la seule façon de sauver la France. Parce que l'ouverture, c'est quoi l'ouverture? L'ouverture, c'est la soumission. C'est pas de la souveraineté. Vous comprenez bien que quand on veut créer une entité supranationale, il y a un moment donné où vous êtes obligé d'imposer à tout le monde les mêmes règles. Donc ça veut dire aller à l'encontre des valeurs, des principes, des particularismes, des spécificités culturelles, linguistiques, traditionnelles. Et c'est comme ça que vous faites des guerres. Parce qu'il y a un moment donné, dans certains pays, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais non, mais moi je ne veux pas vivre à l'allemande. Moi j'ai pas envie de travailler comme les Français. Moi j'ai pas envie des 35 heures françaises. Moi je veux 40 heures, voire 60 heures par semaine. » Ah oui, mais le truc social... Non, mais les Français, votre truc social, là, on s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est le pognon. C'est la rentabilité. Donc aujourd'hui, dans les pays de l'Union européenne, quel est le pays où il y a encore de la protection sociale, où il y a encore des règles, où il y a encore des contrôles, etc., c'est la France. Donc c'est évidemment le pays qu'il faut démolir, qu'il faut détruire de l'intérieur. Et d'ailleurs, petite explication pour terminer cette vidéo, ce qui est en train de se passer avec la Corse. Alors, allez savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Colonna. Coïncidence, hasard malencontreux. D'accord? En plus, assassiné par un djihadiste, enfin un islamique. Alors là,
Mais cette affaire de voir Macron avoir peut-être moins essayé de négocier, de transférer Colonna en Corse, entre autres projets de permettre à la Corse d'avoir plus d'autonomie vis-à-vis de la France métropolitaine, etc., à condition que vous votiez pour moi. Pardon? C'est quoi ce délire? Même les Corses eux-mêmes ont été surpris. Eh bien, ne soyez pas surpris. C'est tout simplement parce que l'un des plans de destruction des États-nations, c'est tout simplement de remettre de l'huile sur le feu, sur les indépendantistes, sur les idées autonomistes. La preuve, c'est que même, on a vu un article passer avec les Bretons. Ah, ça y est, les indépendantistes bretons se réveillent. Putain, mais ces gens représentent quoi? Rien. C'est quoi? C'est quelques centaines d'individus. Mais quelques centaines d'individus qu'on veut faire passer pour l'état d'esprit des Bretons. Vous savez, c'est comme sur les îles des territoires outre-mer. Il y a eu des idées d'indépendantisme, etc. Mais vous avez, moi une fois j'avais je ne sais plus si c'était un Guadeloupéen ou un Martiniquais, il m'a dit, mais ces gens-là ne représentent rien dans le peuple, dans la population des îles. Ce sont des politiques qui veulent de l'indépendance, qui veulent de l'autonomie. Mais le problème, c'est quand on les met en face de l'encontrariété, c'est-à-dire, ok, vous voulez l'autonomie, vous voulez l'indépendance, ok, prenez-la. Et vous faites quoi après? Qui paye? Qui paye vos budgets? Qui paye vos entretiens? Qui paye votre fonctionnaire? Qui paye votre énergie? Qui paye les infrastructures? Qui paye les allocations? Qui paye la CAF? Les APL? C'est la France. Ok, vous voulez quitter la France? Démerdez-vous. Ah ouais, mais non, mais en fait, voilà. Donc, vous voyez, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'on manipule une minorité de décervelés qui sont, la Bretagne libre, la Corse libre, le Pays Basque libre, etc. Ouais, ok. Mais alors, structurellement, socialement, économiquement, c'est quoi votre plan? Ils en ont pas. Ah, les Basques. Oui, non mais... Vous voulez une autonomie, les Basques? Ok, pas de problème, on vous donne votre autonomie. Par contre, on coupe tout. Vous vous démerdez pour votre énergie, vous vous démerdez pour votre système social, vous vous démerdez pour vos rentrées fiscales, etc. Mais vous voulez quitter la France? Allez-y, quittez-la. Donc, vous voyez, c'est cette ambiguïté. Et on est en train de jongler avec les sensibilités, évidemment. Les sensibilités indépendantistes, les sensibilités autonomistes, etc. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y en a un qui a dit, une fois, il dit, oui, mais on pourrait éventuellement envisager, dans certaines régions de France, de pouvoir donner une autonomie, mais une autonomie subventionnée. Comment ça, subventionnée? Ah oui, leur donner une autonomie, mais les aider dans leur autonomie. Donc ça veut dire que vous voulez faire une différenciation entre des régions ou des parties de régions devenues autonomes, mais dont le pouvoir de l'État national français continuerait à donner de l'argent, à donner des budgets à ces sections, voire même peut-être des budgets plus élevés que les régions. Mais les régions, attendez, pourquoi nous on n'a que tant et puis l'autre il a plus que nous? Faut prêter quoi? Parce qu'il est autonome? Dans ce cas-là, vous donnez la même somme à tout le monde, hein? Logique. Ah oui, mais on ne peut pas, parce que vous êtes une région qui fait partie de la France, de la République française. Eux, ils ont un statut particulier. Mais pourquoi ils ont un statut particulier, pas nous? S'ils veulent être autonomes et indépendants, qu'ils prennent leur autonomie, mais qui ne dépendent plus de la République. Ah oui, mais comprenez, vous ne pouvez pas faire ça. Non mais voilà, ça fait partie d'un des plans de la déstructuration, c'est-à-dire du décortiquage de la nation. C'est-à-dire alimenter, motiver, inciter les esprits indépendantistes pour
détruire un des fondamentaux de la République française, qui est l'unité et l'indivisibilité. C'est un des piliers de la République. Si, et c'est pour ça que depuis quelques années, on dénonce ces procédés politiques, on dénonce certaines décisions d'État, parce qu'elles vont complètement à l'encontre d'un des principes fondamentaux de la République. Unique et indivisible. Si vous faites un particularisme, si vous donnez un droit à certaines communautés, à certaines personnes françaises, mais parce qu'elles ont des origines, des traditions dans leurs origines, qui vont à l'encontre de la loi, et qui vont à l'encontre des idées de la République, qui vont à l'encontre de la société. Mais comme ils sont français, donc, on va donner une tolérance, on va donner une possibilité d'accepter la divergence par rapport à la République, aux idées, aux valeurs de la République, pour acheter la paix sociale. Et pas seulement. Aussi diviser. Donner de la légitimité à des gens qui ne veulent pas se conforter aux lois de la République, comme la majorité des Français. Parce que même s'ils sont français, ils sont issus de traditions, de cultures, de religions particulières, avec leurs spécificités, qui ne rentrent pas en ligne de compte, qui ne sont pas compatibles avec ce que la République, la laïcité impose au peuple français. Là encore, on est dans des processus qui consistent à diviser le peuple français. Et une fois que vous aurez divisé le peuple français, c'est-à-dire que vous aurez tôt ou tard, et c'est déjà le cas aujourd'hui, je veux dire, la délinquance qu'on reproche dans certains quartiers n'est que la résultante de ces procédés, n'est que la résultante de ces processus. Et bien là, en effet, vous pouvez mettre tous les éléments pour une guerre civile. Mais comme je vous l'ai dit, personnellement, je pense que si guerre civile il y a un camp qui va vouloir se battre pour protéger ou défendre les intérêts d'une partie de la France. Mais dans cette partie de la France, quand elle va se rendre compte que là, on est dans une situation où c'est fini de rigoler, où les associations, les ONG, les machins, les trucs, les bien-pensants, les bisounours, les bobos, etc. n'y peuvent rien, parce que désormais c'est confrontation, et bien ils vont se barrer. Ils vont faire comme les Ukrainiens. Bon, c'est pas la même raison, mais c'est l'instinct de survie. Si les Ukrainiens aujourd'hui fuient leur pays pour aller en Pologne, en Roumanie, etc., c'est parce que c'est l'instinct de survie. Et bien, si demain vous avez des Français ou des étrangers qui font partie d'une communauté particulièrement ciblée, particulièrement responsable, quand je dis responsable au sens large du terme, que je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, eh bien, vont se dire, on ne va pas rester en France, on va rentrer au bled. On va rentrer dans notre pays. Ben oui, mais ils ont la nationalité française. Oui, c'est pas grave. Souvent, ils ont l'opportunité, comme les Français, à l'étranger, d'avoir la nationalité de leur pays par affiliation. C'est-à-dire que si le grand-père il est marocain, algérien, ou ce que vous voulez, et qu'il a donné la double nationalité à son fils, qui lui-même a préservé cette double nationalité pour la donner à ses descendants, donc ça ne pose pas de problème. Enfin, c'est un exemple. Après, comme je vous l'ai dit, guerre civile en France, je ne suis pas certain que ça peut durer des années. Ça durera quelques semaines, au grand maximum. Parce que de toute façon, il va y avoir une unité pour un camp ou un autre. Et forcément, un des deux camps sera perdant. Et que s'il est perdant, et ben, comme toujours en général, hop, on fuit le pays, on va dans des pays étrangers, puis on s'organise des communautés, des associations, et puis on va venir pleurer dans des médias, oui, la France est devenue un pays fasciste, etc. Vous connaissez l'histoire, elle se répète constamment. Elle se répète constamment. Donc voilà comment je vois un petit peu l'avenir.
Mais cet avenir, j'ai envie de dire, comme vous avez pu le constater, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être violent, ça va être parfois expéditif. Expéditif, pourquoi? Parce que derrière, vous avez ceux qui ont toujours les leviers et les pouvoirs et qui sont tout à fait conscients qu'il ne faut pas qu'une situation dure, parce qu'eux, à un moment donné, ils risquent d'être perdants. Donc c'est soit ils montrent leur vrai visage, ou alors ils se retirent et vont se planquer pour essayer d'élaborer une nouvelle stratégie, pour essayer de reprendre le pouvoir. Donc, pour ce qui concerne la France, je vous l'ai dit, je pense que la France a une carte à jouer. A une carte à jouer parce que la France reste toujours un pays, qu'on le dise, qu'on le prétende. Il suffit d'aller à l'étranger, et même ici aux États-Unis. La France, c'est un pays particulier. La France a une image particulière. Même chez ceux qui n'ont pas forcément de la culture, même chez ceux qui n'ont pas forcément la géographie ou l'histoire en tête. La France, c'est une image. La France, c'est une culture. La France, c'est un comportement. Et je ne serais pas étonné que la France retrouve sa lumière en redonnant à d'autres peuples une nouvelle voie à suivre. Parce que, qu'on soit clair, si demain la France décide de quitter l'Union européenne, je vous l'ai dit, les Allemands s'aborderont l'Union européenne avant même qu'on la quitte, parce qu'ils le savent, que s'ils laissent la France quitter l'Union européenne, elle embarquera avec elle d'autres pays, en l'occurrence l'Italie, l'Espagne, Portugal, Belgique, Hongrie, Bulgarie, Roumanie. Pour la Lettonie, l'Estonie, voire la Pologne, je ne suis pas certain. Mais, la Russie, malgré les événements, la Russie malgré Poutine, la Russie, dans sa culture, aura toujours affaire à garder une place particulière à la France. Donc on soit très clair. Nous sommes amis avec les Américains parce que nous avons des liens, parce que nous avons des semblants, parce que nous avons des relations historiques. Sauf que ce sont deux cultures totalement différentes. Si les Américains sont les héritiers d'une culture anglo-saxonne, nous sommes les héritiers d'une culture latine. Et de ce fait, de par notre culture latine, nous avons beaucoup plus de semblants et de liens avec la Russie, avec les pays baltes, avec un peu de Slaves, quoique les Slaves sont plutôt anglo-saxons qu'autre chose. Ils sont d'ailleurs l'origine même de la culture anglo-saxonne. Mais il est clair que la France va avoir à un moment donné, un instant, un rôle crucial. J'espère que c'est un peu une prémonition que je fais, même si, encore une fois, rien n'est absolu, rien n'est définitivement écrit, que tout peut évoluer, encore une fois de plus, peut-être à l'inverse de ce que je viens de vous dire. Mais au vu de l'actualité, au vu des événements, au vu de la situation de la France, je pense que c'est la seule issue pour que nous puissions retrouver au moins un espoir sur quelque chose de viable. Sur ce, bon courage à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.